On peut me passer le panier ou passer la parole à Marco. Hein. Allez-y, hein, non? On va commencer? Ouais. Alors, comme je disais, je vous demande de compréhension pour les mots français et aussi pour éventuellement des erreurs dans la présentation. Pour mots français, moi je n'ai pas des excuses, moi je dois seulement étudier de plus en plus. Mais pour éventuellement des erreurs dans la présentation, celui-ci c'est l'homme qui a la responsabilité de tout. C'est mon stagiaire. Et on peut décider qu'il lui a la responsabilité de tout ce que nous voulons. S'il pleut, la responsabilité c'est à lui. Si quelqu'un ne marche, lui. Ça c'est éducatif, on dit ça. Alors moi je vais vous parler un petit peu de l'intervention avec des familles non collaboratives du jeune délinquant. Délinquant, ça veut dire, si la traduction c'est juste, des jeunes qui ont commis des crimes. Ça, c'est une expérience que nous avons faite en Italie, où il y a une spécifique loi que dans quelques minutes, moi, j'irai vous présenter, dans quelques lignes qui peuvent nous aider dans la présentation. Je vais vous raconter quelque chose à propos des réactions que nous avons vues à propos des familles dans lesquels un jeune commet un crime, et ça peut être un peu intéressant parce que ça peut nous aider à comprendre la famille et puis pour décider quelle intervention c'est mieux et quelle autre c'est mieux de laisser faire. Et puis, nous aidera un petit peu un cas d'un garçon qui s'appelle Mir. Je vous raconterai quelque chose. L'évolution de l'histoire de cette garçon de famille. Et puis, pour terminer, s'il y aura du temps, je vous raconterai d'un critère que moi j'ai appelé le critère contextuel, avec lequel nous décidons quelle famille avec lesquelles on peut faire un travail psychologique. Alors, moi je pense que nous tous nous sommes d'accord avec le fait que depuis la fin des années 80, la prise en compte du rôle joué par la dynamique familiale dans la genèse de la phénoménologie du crime chez les jeunes a toujours grandi. Et en conséquence, le travail psychologique avec les noyaux familial du jeune délinquant a acquis une importance croissante. Le problème, c'est que dans cette famille, il y en a beaucoup, en Italie et en plupart dans le territoire dans lequel moi je travaille, qui ne veulent pas collaborer avec les opérateurs, les psychologues, les services sociaux et aussi le juge. Il y a des raisons que dans quelques minutes, moi, je vous expliquerai. Mais la question c'est, si nous avons des familles, nous avons des jeunes, des familles, qui ne veulent pas collaborer. Mais pourquoi utiliser d'argent public, du temps de l'opérateur pour travailler avec ces familles? Ils ont commis quelque chose, les garçons jeunes ont commis quelque chose. Voilà, c'est à lui la responsabilité, comme un stagiaire. Et alors, voilà, il doit répondre à la question avant, en face au juge. Il y a, je pense, trois raisons pour travailler avec ces familles non collaboratives. La première, c'est que le processus pénal pour les mineurs est une opportunité. Sinon, ces familles vont exprimer, s'ils ne le font pas déjà, leur malaise dans d'autres domaines. Ça veut dire que c'est une occasion pour changer quelque chose. Le point que moi j'adopte, c'est que le crime, dans l'adolescence en particulier, est toujours l'expression d'un problème familial. Quand je dis toujours, je veux dire que dans certaines façons, aussi quand les jeunes n'ont pas une souffrance psychologique évidente, mais on n'a pas le temps aujourd'hui, mais ils sont dans la catégorie que nous appelons le choix de vie. Choisir une vie de délinquant. Et alors, aussi dans ce cas, le tribunal de mineurs de Milan, en particulier dans toute l'Italie, il considère en tout cas qu'ils sont
ce choix des problèmes psychologiques, émotifs, relationnels qui ont une certaine origine dans la famille. Alors, si on n'essaye pas de travailler avec ces familles, ils iront exprimer leur malaise dans d'autres parties. La seconde question, c'est que cette famille représente un coût pour la société, actuelle et future. Et le nombre de cette famille, c'est continuellement majeur. Un coût dans le sens qu'un mineur, un jeune qui n'est pas traité, une famille qui n'est pas aidée, quand le jeune deviendra adulte, créera beaucoup de problèmes et mes collègues, moi je pense qu'ils iront nous expliquer les difficultés et les problèmes que ces jeunes peuvent avoir. Dans le sens que notre casistique, moi je pense que c'est dit comme ça, c'est que beaucoup d'adultes qui commettent des crimes dans l'État quand ils sont adultes, ont déjà une histoire de problèmes de criminalité quand ils sont jeunes. Vous savez qu'une personne adulte qui va en prison a un coût très haut pour la société et crée beaucoup de problèmes aussi à le fils, à la femme, etc. La troisième raison, c'est que dans notre italien droit pénal, cette droit a une tendance rééducative. Ça veut dire qu'une intervention est nécessaire pour donner un sens au processus pénal. Nous n'avons pas une loi, moi je ne sais pas comment dans votre pays, mais en Italie, nous n'avons pas une intention punitive. Ça c'est la dernière possibilité. Nous essayons de rééduquer et construire avec les jeunes la responsabilité. Alors, si on ne fait pas, on n'essaye pas une intervention, ça veut dire que le risque peut être le sens d'impunité. Ça veut dire que nous, opérateurs, sommes dans quelque façon forcés, nous aussi, à essayer des interventions. Seulement 2 mots pour vous décrire où je travaille. Alors, je travaille dans un service territorial public pour les jeunes délinquants, lié au tribunal de mineurs de Milan, en particulier dans la banlieue au nord de Milan. C'est une zone populaire à forte densité de population, avec des problèmes sérieux de travail et de logement. Il n'y a pas beaucoup dans le territoire dans lequel moi je travaille de criminalité organisée. Il y a une forte présence d'un crime généralisé. Ça veut dire, nous l'appelons diffuse. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que l'ordre social, nous devons le dire, où il n'y a pas de criminalité organisée, c'est un ordre social pas en équilibre. Il y a des territoires, ça c'est mauvais, nous savons, mais il y a des territoires où la criminalité organisée est très présente, et alors situations comme lesquelles que moi je suis en train de vous raconter sont vraiment peu. Et où il n'y a pas de criminalité organisée, il y a beaucoup de situations dans lesquelles les jeunes et les familles ne veulent pas collaborer. Ça n'intéresse pas. Moi je pense que nous pouvons comprendre ça. Un petit exemple, je prends de 30 secondes, 30 minutes, je pourris ça. Il y a maintenant un gros problème dans une ville italienne qui s'appelle Napoli. Vous connaissez? Voilà. Napoli, ok. Je vous raconte la différence, voilà. La différence, c'est que la criminalité organisée à Napoli est beaucoup en difficulté dans ce moment. La police a, laissez-moi dire, a décidé d'intervenir sérieusement. Et alors, l'organisation, c'est beaucoup moins fort. Et nous avons le problème d'une situation de criminalité diffuse très violente. Et que nous, à Napoli, il y a des phénomènes qu'ils appellent l'estese. Ça veut dire qu'il y a de petits garçons avec les guns, qui vont dans la rue et seulement pour
démontrer le pouvoir. Parce que s'il y en a une organisation, il y a beaucoup de problèmes pour les gens. On peut discuter de ça, mais ça c'est une vision. Voilà. Dans le territoire où je travaille, il n'y a pas beaucoup de criminalité organisée, il y a beaucoup de problèmes sociaux. Les pères qui ne travaillent pas, les jeunes qui commettent des crimes, il y a beaucoup de liaisons. Notre question, c'est que la quantité des garçons qui commettent des réa est beaucoup augmentée. Vous pouvez essayer d'imaginer de quand? De la crise économique. Voilà. Alors, de 2007-2008, nous avons eu beaucoup de nombre de jeunes qui vont et qui font des réa, nous n'avons pas le temps, mais ce sont des réa violentes contre les personnes, contre les choses. Voilà. Alors, je vous présente mon expérience dans ce territoire. Notre loi sur le processus pénal de mineurs en Italie, c'est une loi qui regarde les jeunes qui commettent des crimes entre 14 ans et 18 ans. Le processus peut avoir lieu aussi plus tard de 18 ans, mais la loi regarde les garçons qui commettent le crime jusqu'aux 18 ans. Depuis de là intervient la loi des adultes, qui c'est beaucoup différent. Nous avons un bout de responsabilisation et rééducation, pas punitive. Et toute la question, c'est autour de comment construire la responsabilisation pour les faits, pour la vie, les comptes évolutifs, etc. Vous comprenez la difficulté avec des garçons, des jeunes et des familles qui ne veulent pas collaborer, qui ne sont pas intéressés. Il y a une grande attention aux variables familiales et environnementales. Ça veut dire que la famille doit être évaluée comme une ressource s'il y en a des éléments. Mais en tout cas, la loi dit que c'est très important d'évaluer la famille dans toutes les dimensions. Nous devons bien connaître le jeune. Et puis, la famille n'est pas très impliquée dans les concrets. Ça, c'est un problème que moi, je pense, nous tous avons dans tous les pays, voilà. Parce que moi, j'ai un cadre le plus complet possible de dynamique familiale, etc. Mais, pour la considération que la responsabilité pénale, criminelle est individuelle, voilà, alors on ne peut pas intervenir sur la famille dans le concret. Ça, on peut le comprendre, parce que si un jeune, c'est moi dire un bon jeune, mais pas à une mauvaise famille, qu'est-ce qu'on va faire? On va le condamner pourquoi la famille n'a pas travaillé? Alors ça, c'est une question grande en Italie. Ça veut dire que nous faisons beaucoup de travail pour connaître les familles, mais ce n'est pas difficile de trouver la façon pour les convaincre à travailler avec nous. Je vais vous raconter seulement deux choses à propos de l'histoire de cet garçon qui s'appelle Mirko. Mirko a 13 ans au début. Il a il y a beaucoup de variables, mais je vais me concentrer sur une question. Alors, a un père, naturellement une mère, il vient d'une famille multiproblématique, et il avait une sœur, parce que Marina, elle est décédée il y a 3 ans, dans un accident de voiture avec sa grand-mère paternelle, voilà, la grand-mère. Elle avait 5 ans, et la famille, comme vous pouvez imaginer, a vu une tragédie, et c'était difficile d'élaborer la question, surtout pour la mère, parce que la mère disait que le mari n'a pas fait beaucoup de violence vers sa grand-mère. Il était au milieu des situations. Et puis, il y a une des frères de cet homme qui est un peu plus jeune. La situation a créé beaucoup de conflits dans la famille. Et après 2 ans plus ou moins, s'est passé une chose
et voilà, que la mère a commencé une liaison avec le frère. Elle a commencé, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles elle a commencé. Et Mirko, quand ils ont vendu la maison familiale, il a décidé d'aller vivre avec la mère, mais il est en très grand conflit avec l'oncle et il aime beaucoup le père. Mais il a décidé d'aller vivre avec la mère. Ce qui s'est passé, que Mirko a commencé à faire beaucoup de crimes violents, très réactifs. Ça veut dire que s'il y avait le professeur, un adulte qui disait quelque chose à lui, il devenait très agressif, avec le policier aussi, et il a beaucoup de temps, il a reçu des dénonces. C'était difficile de travailler avec ce jeune, mais on est arrivé au processus et le juge a compris, il a construit l'idée que les questions sont dans les dynamiques familiales et a demandé de faire une thérapie familiale, une aide psychologique élargie pour aider cette famille à trouver un équilibre. Ça, c'était le mandat du juge. Cette situation a été très difficile parce que elle et lui, c'était impossible de le mettre dans la même pièce, voilà. Parce qu'elle était encore très agressive avec le mari. Et lui disait rien et faisait la partie de quelqu'un qui n'a pas la force d'intervenir, à expliquer à la femme la position qu'il lui avait. C'était impossible d'intervenir avec elle et le frère aussi, parce que le frère était très réactif. Et alors, tous les essais que nous avons faits terminaient dans le fait que le frère sortait par la porte, allez, nous ne voulons pas rien, prendre le siège, etc. Et il a décidé de ne faire pas partir la thérapie. Ça c'est un grand problème, parce que Mirko continue à commettre des crimes, et le juge, à un certain point, dit, voilà, nous avons fait tout ce qui est possible, ça veut dire des programmes éducatifs, rééducatifs, réhabilitation, etc. Mais le garçon ne collabore pas, n'est pas collaboratif, et la famille aussi. Tenez considérer que le frère a beaucoup de problèmes de violence, de criminalité et de drogue aussi. Il est en charge dans un service spécialiste pour les drogues, mais il ne va pas. Nous sommes, comme on disait, à l'impasse maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette famille? Alors, laissons pour un moment cette famille, on va la reprendre en quelques minutes. Voilà. Alors, problème de l'intervention auprès des familles de jeunes délinquants. La question, c'est que, comme moi je vous dis avant, les conséquences, laissez-moi dire, sont seulement émotionnelles, relationnelles et sociales, pas concrètes. Ça veut dire que certaines familles ne sont pas intéressées à collaborer. Et ne sont pas intéressées quand les enfants ont des comportements qui deviennent beaucoup de plus problématiques et déviants. Surtout parce que les services sont obligés à intervenir. Et alors, il dit, voilà, vous pouvez, moi, je n'ai pas une bonne relation avec mon fils, voilà, vous faites ce que vous voulez, sinon le collège. Mais nous savons que le travail avec la famille d'un jeune est fondamental pour deux raisons, surtout. Pour faciliter l'intervention avec le garçon, mais aussi pour éviter de l'éventuelle action de sabotage vers le travail. Surtout qu'il aborde singulièrement avec les jeunes, comprendre ce que moi je dis. Parce que c'est difficile de laisser la famille dehors, voilà. Parce que si la famille ne se sent pas protagoniste, peut faire des actions de sabotage. Mais quand la famille ne veut pas collaborer, alors, moi je vous propose des réactions typiques que moi j'ai reconnues dans les familles. Considérant
comme première chose, que la commission d'un crime par un mineur est un événement critique qui transforme l'identité même de la famille. Hier matin, dans cette room here, on parlait de fondamentalisme depuis les changements dans l'identité de la famille, etc. Voilà. Ce n'est pas la même chose, mais il y a quelque chose pareil. À la fois, parce que le crime, c'est encore une des choses qui reçoivent une condamnation explicite par la société. Ce n'est pas la même chose pour les drogues, je pense. Ce n'est pas la même chose pour l'homosexualité ou ce que vous voulez. Pour les gravidances dans les petits jeunes, c'est plus un problème. Mais la criminalité, c'est aussi. Si vous connaissez une autre chose qui reçoit une condamnation explicite comme la criminalité, c'est intéressant de le discuter. Alors, deux types de réactions nous avons reconnus. La première, c'est l'honte. Et la seconde, c'est la confirmation. Moi, je vais vous raconter très vite ce que moi, je veux dire. Pour l'honte, il y a dans la famille la malaise. Et les membres de la famille essayent de réparer ou d'éviter d'être en contact avec le crime. Ça, selon les deux sous-titres. En effet, si la famille est collaborative, alors elle essaye de réparer. Elle dit, bon, docteur, voilà, qu'est-ce qu'on doit faire pour systémer la chose? Allez-y, nous avons déjà fait des choses, etc. Ou ambivalent. Ça veut dire, oui, nous sommes, merci, nous avons déjà fait tout. Ah, on a déjà parlé avec le garçon, tout ça, c'est OK. Pour la confirmation, nous avons que le membre de la famille ne collabore pas normalement, spontanément avec le service. Ou ils font dans une manière qui est peu utile et très résistante. Parce que le crime sert à une économie relationnelle dans la famille. Vous pouvez penser, moi je vais vous expliquer, il y a des parents qui sont angry, they have problems with the society. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Que le jeune commet des crimes vers les choses, vers les personnes, vers la société. Voilà, ça c'est linéaire, mais c'est un exemple. Pour la confirmation, nous avons des sous-types. Alors, le type déviant, le sous-type déviant, ça veut dire que les familles partagent explicitement des valeurs déviantes, même criminelles, ou manipulateurs. Ça veut dire que la famille n'est pas nécessairement déviante, même si c'est l'arrivée presque toujours, mais tolère et parfois instigue, comme je vous ai raconté, le crime, car il y a une fonction stratégique dans l'économie relationnelle de la famille. Pour l'exemple, quand je pense que mon mari n'est pas un bon mari, je monte mon fils et lui commet quelque chose, et moi je peux dire, moi femme, je peux dire, voilà, tu n'es pas un bon père, tu travailles toujours, etc. Ça c'est une sorte de manipulation, moi je pense. Mais toujours il y a un besoin de traitement. La thérapie, nous savons qu'elle n'est pas faite avec tous les jeunes, toutes les familles, mais le travail psychologique est toujours nécessaire dans le dispositif de réadaptation que nous appelons la MAP, mise à la preuve. Le juge toujours demande de nous de faire quelque chose pour faire changer le garçon. La question donc est comment travailler avec ces familles particulièrement difficiles. Je vais vous dire qu'il y a beaucoup de familles qui ne collaborent pas. Je vous propose un critère. À côté des critères de sélection classiques, comme plus cliniques, on peut dire, moi je n'écris quelqu'un, mais on peut discuter, comme par exemple la motivation, la volonté de changement, les ressources personnelles et relationnelles, l'absence de défense homostatique trop rigide, la possibilité d'élaborer une hypothèse bonne pour la famille, etc. À côté de ce critère, nous avons utilisé un autre critère, qui c'est le critère que nous avons appelé le critère contextuel. Ça veut dire comprendre le nombre de possibilités de rendre la thérapie familiale obligatoire.
pour la famille? Ou combien est possible d'avoir un impact concret sur la vie des membres de cette famille, à trouver les actions mises en place par le service? Ça veut dire, combien de possibilités moi j'ai d'intervenir pratiquement dans la vie de la famille? Ça, c'est un critère contextuel qui me peut dire, comme je vais le dire, je peux protéger le setting, le cadre dans lequel on fait la thérapie. La proposition, c'est de penser toujours dans le travail psychologique avec le jeune criminel, le jeune délinquant, de faire quelque chose d'obligatoire. Ça veut dire pas considérer tout de suite la motivation du garçon, la motivation de la famille. Ça est possible, pour exemple, quand on peut collaborer spécifiquement avec d'autres services qui ont une plus grande incision sur la famille. Ça, c'est un travail interinstitutionnel. Ce n'est pas possible de travailler avec cette famille selon le service de psychologie, selon le service criminel de jeunes, etc. C'est nécessaire de travailler avec tous les services. Le problème, c'est, s'il est correct en termes éthiques et déontologiques, forcer les gens à se faire soigner et à travailler avec le thérapeute. Ça, c'est une question grave. Le juge peut dire, oui, mais je m'attends que le jeune change spontanément. Et nous proposons quelque chose d'obligatoire. Alors, les objectifs doivent être compris. Je pense que, comme je vous ai déjà dit, le but est de garantir la stabilité du setting dans laquelle on peut travailler. Et la chose obligatoire, beaucoup de fois, rendre la famille capable d'accepter des changements. Elle ne peut pas dire, voilà, je le fais pourquoi je veux faire cette situation, moi je suis forcé à le faire. Et ça, pour un certain nombre de familles, c'est une raison pour décider d'intervenir. Moi, je ne le veux pas. Moi, si peu, je m'enfuis. Mais je dois. Voilà. Je vais conclure avec qu'est-ce qui s'est passé dans la famille d'Émile. C'est passé ça, qu'entre quelques mois, il est né Tommy, un petit garçon. À l'hôpital, les médecins, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de drogue dans la mère et dans l'enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Que l'enfant était mis en protection. Ça, c'est une liaison pour les choses que vous allez dire. Et dans cette situation, il y avait un problème. Perdre cet enfant. Cette situation a construit des possibilités de changement parce que les personnes, les adultes, elle, lui et le frère, ont commencé à s'ouvrir. La chose que nous avons retenue la plus importante, mais c'est une de beaucoup de choses, c'est qu'elle a pu dire, voilà, cette fois, c'est ma responsabilité. Ça veut dire que peut-être que l'autre fois, pour Marine, lui, oui, et la grand-mère, oui, ça, peut-être qu'ils n'ont pas toute la responsabilité. C'était une disgrâce, une tragédie. Voilà. Alors, elle, maintenant, s'est sentie un peu plus près de lui, et on peut commencer à discuter des émotions de la première fille qui est décédée. A été possible de travailler ici, parce que le frère, maintenant, dit, voilà, je ne fais rien dans ma vie, j'ai utilisé des drogues, j'ai fait des crimes, etc. Maintenant, il était le mauvais de la famille. Maintenant, je suis père. Ça pour lui était quelque chose. Il a essayé de faire quelque chose. Il a essayé de chercher travail, etc. Alors, dans le moment qui nous avons dit, voilà, si vous n'intervenez pas, si vous ne changez pas, suivant le service pour l'indépendance, trouvant un dialogue dans la famille, alors le risque c'est de perdre cet enfant ici. Qu'est-ce qui se passait? Que très vitement,
Alors, c'est passé aussi que Mirko a pu voir la souffrance dans les parents et pas l'agressivité seulement. Entre quelques mois, il y a beaucoup de choses naturellement, et je vous donne une lecture un peu systémicienne. Entre quelques mois, il a pu laisser la mère, parce que la question était que lui, il allait vivre avec la mère pour la protéger, pour la dépression, pour la contrôler. Nous disons, un homme à La Havane, vous aussi, un soldat qui va à Cuba. Voilà, ça veut dire une spy, you know, it's a controller. Maintenant, il a pu retourner chez le père et laisser que la mère et le frère peuvent commencer une petite famille. Dans une année, Tommy a pu retourner, ça c'est une finale heureuse, naturellement, cette situation, mais ce n'est pas toujours ça, a pu retourner chez les parents et ils ont continué un parcours. Mais nous avons libéré Mirko du travail pour la famille, pour le père, etc. Voilà, réellement, pour conclure, voilà. La thérapie familiale, vraiment je conclue, dans la situation de délinquants mineurs est toujours une intervention à considérer et souvent l'intervention la plus décisive pour rejoindre de nombreux problèmes psychologiques chez les jeunes délinquants. Ça c'est une position. La thérapie familiale, c'est l'intervention élective. Cependant, les familles sont souvent motivées, n'ont pas de raisons valables pour accepter de participer. Aider to gamble, accepter le risque du changement. Voilà. C'est mieux rester dans notre équilibre qui nous fait souffrir, mais nous le connaissons. Quand ils collaborent volontiers, ils font souvent dans une façon ambivalente. Voilà. Le fait que la loi des mineurs, comme moi je vous ai dit, ne puisse pas les forcer, complique les choses. Dans cette famille, ils ont pu s'efforcer parce qu'il y avait une autre raison valable pour eux, qui naturellement n'était pas le garçon. Parce que le père et la mère ont plus raison de laisser faire les crimes à les garçons plutôt que l'intervention pour l'âme. La dernière chose, c'est identifier les situations qui peuvent rendre la thérapie obligatoire, par exemple en travaillant en collaboration avec des autres services spécialisés qui s'occupent de quelqu'un dans la famille, de quelqu'un d'autre dans la famille. C'est un moyen d'ouvrir de nouveaux espaces thérapeutiques et de permettre à la famille d'apporter des changements qui autrement ne seraient pas considérés ou, si vous préférez, possibles. Ça, c'est la proposition. Merci beaucoup. Je m'excuse pour